Le 5 mai dernier, dans les eaux du détroit d'Ormuz, le pétrolier français CMA CGM San Antonio a été la cible de tirs. Plusieurs membres d'équipage ont été blessés. La présence des destroyers américains chargés de sécuriser la zone n'a pas suffi à empêcher l'attaque. Cet incident, survenu dans l'un des couloirs maritimes les plus stratégiques du monde, illustre l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui la coalition occidentale face à Téhéran. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le grand angle. Ce dossier engage votre portefeuille, le prix de votre carburant, l'avenir du transport aérien européen et la position militaire de la France au Moyen-Orient. Vous y trouverez la chronologie des 60 derniers jours, le positionnement des 7 acteurs en jeu, les leviers économiques et militaires qui s'affrontent et les conséquences directes sur notre quotidien. La question centrale qui structure tout cet épisode tient en une phrase. Comment les États-Unis peuvent-ils restaurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz sans accepter les conditions imposées par Téhéran, alors que toute escalade supplémentaire menace l'économie mondiale? Pour ne pas perdre le fil de cette analyse, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous serez alors averti de chaque nouveau dossier. À l'issue de cette vidéo, vous aurez en main toutes les pièces du dossier. Le contexte d'abord. Depuis la fin du mois de février, les États-Unis et l'Iran sont entrés dans une phase de conflit ouvert qui dure désormais depuis 60 jours. Le tournant intervient le 13 avril 2026. Ce jour-là, Washington décrète un blocus total des ports iraniens. L'objectif assumé est d'asphyxier l'économie de Téhéran et de forcer le régime à la capitulation. La réponse iranienne ne tarde pas. L'Iran verrouille le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, environ 900 navires marchands sont bloqués dans les eaux du golfe Persique. 23 000 marins, originaires de 81 nationalités différentes, sont immobilisés dans des conditions précaires. Le golfe est devenu un gigantesque parking flottant en attente d'une issue diplomatique. Sur le plan militaire, l'opération américaine baptisée Fureur épique a officiellement pris fin le 4 mai. Elle marque la transition de Washington vers une posture défensive après 2 mois d'offensives intenses. Le même jour, Donald Trump lance l'opération Projet Liberté, dont l'objectif est d'escorter les navires marchands à travers le détroit. Mais dès le lendemain, le 5 mai, cette opération est suspendue, officiellement pour une courte période, sous la pression du Pakistan et en raison de progrès supposés dans les négociations. 7 acteurs structurent ce dossier. Premier acteur, les États-Unis, incarnés par Donald Trump. La position américaine est paradoxale. Sur le papier, la supériorité militaire et technologique reste écrasante. Elle est piégée par la géographie iranienne et par les contraintes de temps que lui imposent les marchés pétroliers. Le président est contraint par la perspective des élections de mi-mandat et par l'hostilité d'une opinion publique américaine fatiguée d'une guerre prolongée. Sa marge de manœuvre est réduite par la volatilité du prix de l'énergie et par l'inefficacité visible de son blocus. Deuxième acteur, l'Iran. Téhéran se trouve en position de force relative grâce au contrôle géographique d'Ormuz. Le régime dispose par ailleurs de l'expérience de 47 années sous sanctions occidentales pour absorber le choc économique. Ses intérêts sont précis: la levée totale des sanctions, l'obtention de réparations de guerre et l'institutionnalisation d'un droit de péage souverain sur le passage des navires. Téhéran évalue désormais les destructions subies en 40 jours de guerre à 300 milliards de dollars. Troisième acteur, Israël. Benjamin Netanyahu se retrouve marginalisé dans les discussions directes entre Washington et Téhéran. Tel Aviv cherche à prolonger le conflit pour obtenir la chute du régime iranien, mais se heurte à la volonté de désescalade américaine, tant au Liban qu'au détroit d'Ormuz. Quatrième acteur, l'Arabie saoudite. Mohammed Ben Salman adopte une neutralité prudente. Riyad a conclu un accord tacite avec les Houthis pour protéger son oléoduc Est-Ouest et son terminal pétrolier de Yambo, préférant la stabilité des flux pétroliers à un alignement belliqueux. Cinquième acteur, les Émirats arabes unis. Mohammed Ben Zayed avait initialement choisi l'alignement sur Washington et Tel Aviv. Le pays en subit aujourd'hui les conséquences directes. Le port de Fujairah a été attaqué par l'Iran. Les avoirs financiers iraniens placés dans les banques émiraties sont menacés de saisie. Le pays voit également sa fréquentation touristique et son hub aérien fragilisés. Sixième acteur, le Pakistan. Islamabad joue le rôle de médiateur pivot.
Le pays héberge les négociations en cours et offre à l'Iran des axes de transit alternatifs, via les ports de Karachi et de Gwadar, pour contourner les Émirats. Septième acteur, la France. Paris a refusé de participer à l'escalade militaire de Donald Trump, mais la France a déployé le porte-avions Charles de Gaulle pour protéger les Émirats arabes unis, pays alliés par un traité de défense signé en 2008. Que se joue-t-il réellement derrière ce face-à-face? La fracture majeure est juridique et économique. Les États-Unis exigent une liberté de navigation inconditionnelle dans le détroit, telle qu'elle est admise par la Convention de 1982 sur le droit de la mer. L'Iran conteste cette convention, qu'il n'a pas ratifiée, pour revendiquer un retour à un accord bilatéral signé en 1975 avec Oman. Cet accord lui permettrait de revendiquer une gérance souveraine et payante du détroit. L'objectif est de transformer Hormuz en source de revenus permanente, estimée entre 40 et 50 milliards de dollars par an. Sur le plan opérationnel, la dynamique est celle d'un blocus du blocus. Les États-Unis bloquent les ports iraniens pour forcer une capitulation. L'Iran bloque le transit mondial pour asphyxier l'économie occidentale. Au cœur de ce bras de fer, un mécanisme technique critique. Si l'Iran ne peut plus écouler ou stocker son brut, il devra boucher ses puits, une opération qui peut les condamner définitivement et priver le pays de sa rente à long terme. Pour contourner ce risque, Téhéran déploie ce qu'on appelle le système D, exportant via le Pakistan et l'Afghanistan vers la Chine, qui absorbe 80% de sa production. Militairement, la dynamique est asymétrique. L'Iran utilise des vedettes rapides, parmi les plus rapides au monde, capables de tirer des missiles en mouvement pour saturer les défenses adverses. Plus au sud, au Liban, le Hezbollah applique des leçons tirées du conflit ukrainien, en utilisant des drones philo-guidés par fibre optique. Reliés à leur opérateur par des fils pouvant atteindre 30 km, ces engins ne produisent aucune onde radio et restent indétectables par les systèmes de guerre électronique israéliens. Le terrain de l'information est lui-même contesté. Les États-Unis affirment avoir détruit 6 à 7 vedettes rapides iraniennes le 5 mai. L'Iran dément fermement et soutient que les Américains ont coulé 2 bateaux de pêche civils, tuant 5 pêcheurs. Donald Trump prétend que 2 navires marchands ont franchi le détroit avec succès sous protection américaine. Téhéran affirme que les frégates américaines ont fait demi-tour après des tirs d'avertissement. Les radars américains indiquent que certains navires bloqués auraient quitté la zone. Tandis que les systèmes de trafic maritime indépendants montrent qu'ils n'ont pas bougé depuis 65 jours. Une seconde ligne de facture divise le monde arabe. Les Émirats misent sur une victoire militaire américano-israélienne. L'Arabie saoudite et le Qatar choisissent la médiation ou la neutralité pour éviter la destruction de leurs propres infrastructures gazières et pétrolières. Une tension interne au pouvoir iranien apparaît également. Le président Pezeshkian a qualifié d'irresponsables certains tirs récents, tandis que les gardiens de la révolution maintiennent une ligne jusqu'au boutiste sur le verrouillage du détroit. Enfin, une contradiction structure la position américaine elle-même. La rhétorique martiale de Donald Trump, qui menace publiquement de faire disparaître l'Iran de la carte, contraste avec la réalité des négociations de coulisses où il multiplie les gages pour obtenir une issue rapide. Revenons à la question posée en ouverture. Comment les États-Unis peuvent-ils restaurer la liberté de navigation sans accepter les conditions de Téhéran, alors que chaque jour qui passe alourdit la facture mondiale? Ce dossier ne reste pas confiné aux salles de crise diplomatique. Les chiffres soulignent l'ampleur du désastre. Le prix du pétrole a franchi le seuil des 110 dollars le baril. L'essence aux États-Unis dépasse désormais 4,30 $ le gallon, un niveau historiquement explosif pour l'opinion publique américaine. Pour le public français, les conséquences sont directes. Le blocage prolongé du détroit maintient une pression inflationniste sur le prix de l'essence et sur le prix du chauffage. Il menace surtout la survie des compagnies aériennes européennes, confrontées à l'explosion du coût du kérosène, la faillite ce week-end d'une première compagnie low-cost américaine et les difficultés financières de Delta Airlines signalent un risque de paralysie du transport aérien mondial. Plus grave encore, la pénurie annoncée de produits pétrochimiques et de plastique impacte déjà les chaînes de production agricole et industrielle. Si les récoltes ne peuvent être acheminées ou transformées dans les volumes habituels, une hausse brutale des prix alimentaires deviendra mécaniquement inévitable. La France, enfin,
est engagé militairement par les accords de défense qui la lient aux Émirats arabes unis. Une frappe iranienne d'ampleur sur Abu Dhabi pourrait entraîner Paris dans un conflit dont elle a pourtant refusé la logique initiale. Patrice Gueffron, docteur en industrie, l'a formulé en une phrase. Le détroit d'Ormuz est la véritable arme nucléaire de l'Iran. Le contrôle des flux pétroliers est un levier bien plus puissant que l'enrichissement d'uranium. Vous avez désormais en main les éléments de ce dossier. À la question posée en ouverture, la réponse qui se dessine est la suivante. Les États-Unis ne peuvent restaurer la liberté de navigation par la seule force, parce que la géographie iranienne rend toute invasion au sol impossible avec les 50 000 hommes actuellement présents dans la zone. Le général William McRaven le rappelait. L'Iran est un pays 2,5 fois la taille du Texas, protégé par un relief montagneux. Une issue par capitulation iranienne est donc improbable. Une issue par escalade conduit à un effondrement de l'économie mondiale. Reste une issue négociée, dans laquelle Téhéran obtiendrait une reconnaissance de sa souveraineté sur le détroit. 3 prolongements seront décisifs dans les semaines qui viennent. Le Parlement iranien prépare une loi sur la gestion du détroit d'Ormuz, qui instaurerait des taxes de passage permanentes pour compenser les pertes liées aux sanctions. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff s'est fixé un objectif de 60 jours pour finaliser un accord préliminaire, incluant la levée des sanctions contre l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium. Le rôle de l'Inde sera décisif, parce qu'elle se trouve au carrefour du projet de corridor IMEC, reliant l'Inde au Moyen-Orient et à l'Europe, et des nouvelles routes de la soie chinoise, tout en servant de zone de transit pour le pétrole iranien via ses eaux nationales. Si vous avez des remarques à nous faire sur notre travail, vous pouvez les écrire en commentaire. Nous les lisons et les prenons en compte. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons très bientôt sur le grand angle.